Ça a commencé par un rire. Pas n'importe quel rire. Celui qui vous glace le sang. Celui que l'on reconnaît instantanément comme n'étant rien d'autre que de la joie. Julia a levé son téléphone. L'écran incliné vers moi affichait une photo d'elle et d'un homme que je ne connaissais pas. Bras emmêlés, joues pressées l'une contre l'autre. La lumière du soleil derrière eux brillait comme s'ils étaient les personnages d'une publicité de rêve. La légende disait « recharge de la semaine ». Elle a gloussé comme si c'était la chute d'une blague que seul comprenait. « Ne t'énerve pas », a-t-elle dit en tapotant l'écran. « C'est juste Marc. On était bien pour la photo. Je pensais que ça te rendrait un peu jaloux. » Je n'ai rien dit tout de suite, fixant simplement l'image. Ma femme blottit contre un autre homme, comme si elle était à sa place. « Oh, allez », a-t-elle ajouté avec ce petit air suffisant et taquin. « Je pensais que ça te ferait marrer. Il y a des moments dans la vie qui divisent le temps en deux. Celui-ci en était un. Tu me montres ça. » « Pourquoi ?» ai-je demandé, la voix calme, mais quelque chose au fond de moi se contractait. Julia a haussé les épaules, tripotant sa salade comme si le monde n'avait pas basculé sous nos pieds. « Je ne sais pas. Tu as été si calme dernièrement. J'ai pensé qu'une petite piqûre émotionnelle ne ferait pas de mal. » Ce mot, piqûre, est tombé comme une gifle. « Tu veux dire manipulation ?» Ses yeux ont finalement croisé les miens, et pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé. « Du regret ? » Non, juste du calcul. « C'est inoffensif, a-t-elle dit. Avant, tu t'enflammais. Avant, ça t'importait. » Importer ? Ce mot m'a piqué. J'y tenais plus que je ne pourrais jamais le montrer, ce qui était précisément le problème. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais épousée il y a 6 ans avec la promesse d'honnêteté, et tout ce que je voyais maintenant, c'était du théâtre. Elle voulait taquiner l'ours juste pour sentir quelque chose. J'ai reposé ma fourchette, mon appétit s'étant envolé. Alors, ce voyage, c'était juste des photos ou plus ? Ne sois pas dramatique. Elle a levé les yeux au ciel comme si cela réglait la question. Ce n'est pas comme si on avait couché ensemble. C'était juste une ambiance. Un amusement inoffensif. Une ambiance, ai-je répété, montrant les mots comme du verre. J'aurais pu renverser la table, crier, exiger la vérité, sortir dans une tempête de rage. Mais ce n'était pas moi. Non, ma vengeance serait plus silencieuse. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai souri comme un homme qui avait enfin cessé d'espérer. Tu sais ce qui est drôle, ma Jules ? Tu te crois toujours 5 coups d'avance, mais j'observe l'échiquier depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Elle a cligné des yeux un instant, incertaine. C'était ma réponse. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle comme toujours. Elle faisait défiler Instagram, riant aux stories, ignorant le fait qu'elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, fixant le plafond. Sa respiration, lente et régulière, sonnait comme le rythme de quelqu'un d'entièrement serein. J'avais l'habitude de penser que l'amour était le sacrifice, que l'on donnait tout et que l'on attendait d'être choisi en retour. Mais l'amour n'est pas aveugle, il est observateur, et j'en avais assez vu. Je m'appelle Nathan. J'ai 34 ans. Je gère une petite entreprise de rénovation domiciliaire à Nantes, en Loire-Atlantique. Un travail solide, fiable. Rien de tape à accent grave l'œil. Je garde mes bottes propres, mes comptes équilibrés, et mes promesses tenues. Julia disait autrefois que c'était ce qu'elle aimait chez moi. Mais maintenant, il semble qu'elle ait besoin de chaos pour se sentir vivante. Et moi, j'ai pris une décision. Je vais lui montrer exactement ce que signifie sous-estimer un homme qui sourit en construisant sa propre sortie. Ce fut le début de sa perte, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Elle n'a pas remarqué quand j'ai arrêté de sauvegarder le mot de passe Wi-Fi ou quand j'ai désynchronisé notre calendrier partagé. Tout était subtil, calculé, comme retirer une brique d'un mur, une par une. Calme, méthodique. Je n'ai même pas fait ma valise la nuit où je suis parti. J'ai juste pris mon ordinateur portable, ma brosse à dents, et la clé de rechange de l'appartement de Benoît. Benoît, mon meilleur ami depuis le lycée, était à l'étranger pour un contrat d'ingénierie de 6 mois à Helsinki. Avant de partir, il m'avait donné un jeu de clés pour sa maison d'amis en cas de besoin, avait-il dit.
Je me souviens avoir ri, disant que je n'en aurais jamais besoin. La vie est drôle. Cette nuit-là, Julia était sur le canapé, regardant à moitié une émission de télé-réalité tout en envoyant des textos à quelqu'un, probablement Marc. Son écran s'illuminait toutes les quelques secondes d'un nouveau message, et son sourire avait cette arrogance nonchalante. Elle n'a même pas levé les yeux quand j'ai dit que je sortais me promener. Je ne suis pas revenu. La maison d'amis de Benoît se trouvait derrière sa propriété principale, un petit garage aménagé et douillet avec un parquet et un velu au-dessus du lit. Ça sentait légèrement le cèdre et l'après-rasage, probablement la dernière trace de lui avant son départ. J'ai posé mes clés sur le comptoir, branché mon téléphone, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une grande respiration qui ne m'a pas semblé empruntée. Pas de questions, pas de jeu, juste le calme. Ce premier matin dans la maison d'amis, je me suis réveillé tôt. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, baignant la pièce d'or. J'ai préparé le café en silence, regardant la vapeur s'élever comme une lente expiration du chaos que j'avais laissé derrière moi. Je ne lui ai pas envoyé de texto, je n'ai pas laissé de mots. C'était le but. Laissez-la le ressentir. Pas d'un coup, mais par vagues, le silence, l'immobilité, l'espace vide où ma présence avait l'habitude de combler toutes les lacunes. De retour à la maison, elle supposait probablement que j'étais parti faire des courses ou travailler tard. Je lui ai donné juste assez pour qu'elle reste confuse. Ma brosse à dents manquait. Peut-être ne l'avait-elle pas encore remarqué. Le tiroir de mes chaussettes, vide, mais subtilement. Mes bottes de travail avaient disparu. Elle ne faisait jamais attention à ces choses de toute façon. Ce que je n'ai pas fait, c'est la bloquer. Cela aurait été trop bruyant. Non, je suis resté visible en ligne, mais absent. Laissez-la taper des messages et se demander pourquoi je ne les avais pas lus. Laissez le petit signe vert à côté de mon nom la narguer plus que n'importe quel coup de gueule enragé. Je n'étais pas cruel. J'étais précis. Au deuxième jour, elle a appelé une fois, puis 2 fois. Je les ai ignorées toutes les 2. Elle a fait suivre avec un texto. Salut, tout va bien? T'es injoignable. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis je l'ai posé face contre terre. Elle n'avait pas le droit de poser de questions maintenant. Pas après avoir transformé notre mariage en bague d'humeur. Elle pouvait faire des étincelles pour faire de l'effet. Je ne fuyais pas. Je rassemblais du temps, de l'espace, de la clarté, et quelque chose d'autre. Des preuves. Car bientôt, cela ne concernerait plus seulement le silence. Cela concernerait la vérité. Mais pour l'instant, j'étais assis dans cette petite maison d'amis avec mon café et mon calme, et je me permettais de respirer. L'homme qui avait quitté notre maison n'était pas brisé. Il s'aiguisait. Et Julia, elle ne s'en était juste pas encore rendu compte. Elle était déjà en train de perdre. Je ne l'ai pas ghosté. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Pas assez pour la faire paniquer. Juste assez pour lui faire sentir le mou dans la laisse. Quelques messages sont arrivés les 2 jours suivants. La plupart étaient des tentatives légères de préoccupation anodine. Salut, semaine bizarre. J'espère que tu vas bien. Dis-moi quand tu rentres. Je veux te montrer quelque chose d'hilarant. Je les ai tous lus. Jamais répondu. Au 4e jour, le ton a commencé à changer. Son dernier message est arrivé à 23h12. Tu es fâché à cause de l'histoire avec Marc? C'était juste une blague, Nathan. Sérieusement. C'était la première vraie fissure à la surface. Et je l'ai mise en capture d'écran. C'était une petite chose, juste du texte, mais le contexte la rendrait cinglante plus tard. J'ai créé un dossier sur mon téléphone, Archive J. Chaque message, chaque note vocale, chaque même passif-agressif qu'elle m'envoyait y allait. Je ne disparaissais pas seulement. Je documentais. Quand j'ai dit que j'arrêterais de réagir pour commencer à répondre, c'est de cela que je parlais. La beauté de la chose était tout ce qu'elle me donnait sans le savoir. Julia a toujours eu un talent pour l'honnêteté théâtrale. Des demi-vérités enveloppées de sarcasme, des vantardises déguisées en blagues, une sorte de confession par la performance. C'est ce qui la rendait dangereuse et c'est ce qui la rendait facile à piéger. La semaine suivante, elle a posté un boomerang sur Instagram, ses verres trinquant avec des collègues lors de ce qui ressemblait à une fête en chalet.
L'un des commentaires disait « J'aimerais que Marc et moi soyons déjà de retour dans ce jacuzzi ». Julia a répondu avec un emoji clin d'œil et une capture d'écran d'une flamme. Un autre message privé est arrivé la même nuit. Tu me manques, ta stabilité. C'est la plus longue période où nous n'avons pas parlé. Je déteste ce que je ressens. Je l'ai sauvegardé aussi. C'était étrange de la regarder se désintégrer à distance, comme voir une tempête se former au-dessus de l'océan depuis une fenêtre de montagne. Je n'étais plus trempé par elle. J'enregistrais juste la foudre. Dans la maison d'amis de Benoît, je gardais les lumières tamisées, je cuisinais mes propres repas, et je me suis même mis à tenir un journal, non pas pour me défouler, mais pour structurer le récit. Qui elle devenait, en qui j'étais en train de me transformer. Chaque jour, ces messages devenaient plus élaborés. Histoire de nostalgie. Tu te souviens quand on a conduit jusqu'à Rennes sous la pluie et qu'on chantait comme des idiots, ou « Je porte encore ton sweat à capuche parfois ». Ne ris pas. Je n'ai pas ri. J'ai documenté parce que ce n'était pas de la nostalgie. C'était construire un album numérique de cruauté. Des preuves enveloppées de sentimentalité. Un jour, elle a envoyé une photo d'un bouquet. La légende disait, Kim m'a déposé ça au travail. M'a dit que j'illuminais une pièce. Tu y crois, toi, suivi d'un visage rieur. Elle voulait me faire réagir. Je ne lui ai rien donné, mais j'ai tout sauvegardé. Il y avait du pouvoir dans ce silence. Le pouvoir d'être présent, mais injoignable. Elle ne savait pas où j'étais. Et pourtant, elle continuait de jouer pour moi comme si j'étais encore assis en face d'elle chaque soir. Peut-être qu'une partie d'elle voulait que je dise « je suis blessé ». Mais ce qui faisait le plus mal, c'était mon silence. Elle ne s'en était pas encore rendue compte, mais chaque mot qu'elle me donnait était un point de plus dans le filet. Je ne courais plus après la vérité. J'étais en train de construire un dossier et quand ce serait fait, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Je laisserais sa propre voix parler assez fort pour nous deux. Je ne m'attendais pas à l'email. Honnêtement, j'avais presque oublié que j'étais toujours lié à la boîte de réception partagée que nous utilisions autrefois pour les prestataires de mariage et la planification des vacances. Nous ne l'avions pas utilisée depuis des lustres, et je la gardais ouverte par habitude. Il est arrivé à 15h14 un mardi. L'objet était assez innocent, juste « à bientôt », envoyé par quelqu'un nommé C. Rollin. J'ai survolé, sentant déjà la tension familière s'installer. J'ai cliqué. À l'intérieur se trouvait une seule phrase. Ne perdons pas de temps cette fois-ci. Apporte le vin. Laisse tes vêtements. Et puis en dessous, un nom familier, Julia Whitmore. Le pire, l'horodatage. Il datait d'il y a 3 semaines, en plein milieu de l'une de nos séances de thérapie de couple. J'ai fixé l'écran, le curseur clignotant au bout de la phrase comme s'il attendait ma réponse. C'est là que ça m'a frappé. Pas la rage, pas le chagrin d'amour, la clarté. Je n'avais plus besoin de deviner. Je n'avais plus besoin d'interpréter les émojis ou de décoder la flirtation déguisée en blague. C'était là, clair, direct, indéniable. Pendant que j'étais assis dans le bureau du thérapeute, essayant de comprendre où nous avions fait fausse route, elle organisait un rendez-vous secret avec Marc, le même homme de la photo qu'elle m'avait brandi comme si c'était anodin. Une fantaisie de validation masquée en désobéissance désinvolte. Eh bien, maintenant, j'avais plus que des captures d'écran de pics subtils et de trahisons poétiques. J'avais quelque chose qui saignait la vérité à travers l'écran, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais justifier par la parole. Et étrangement, je n'avais pas envie de la confronter. Je me sentais prêt. Cet email n'était pas un choc. C'était une confirmation. La dernière pièce du puzzle qui s'emboîtait, comme découvrir l'arme dans un roman policier que l'on avait toujours soupçonné d'être caché en pleine vue. Elle avait fait de la confiance une arme, idéalisé l'insouciance, emballé la trahison et les clins d'œil dans du vin, et je venais de la prendre la main dans le sac. J'ai transféré l'email à moi-même, puis j'en ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée aux archives J. Mais celle-ci, celle-là, je l'ai imprimée, à l'ancienne, tangible, je l'ai tenue dans ma main comme une relique d'un monde dans lequel je ne vivais plus. Ce soir-là, je l'ai posée à plat sur le bureau à côté de notre photo de mariage. Le contraste piquait de la manière la plus poétique. Nous étions là, moi en costume bleu marine, Julia dans sa robe champagne. Lorsque son voile effleurait ma joue,
nous ressemblions à deux personnes qui croyaient en quelque chose. Et à côté, la preuve qu'elle n'y croyait plus. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste regardé les deux images un moment. Ce que nous étions et ce que nous devenons, et j'ai laissé le silence entre ces deux réalités raconter l'histoire pour moi. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des mois car enfin, le masque était tombé et le jeu venait officiellement de changer. Je n'avais jamais voulu impliquer ses parents. Du moins, pas au début. Mais quelque chose a changé quand j'ai vu la façon dont Julia a publié en ligne l'invitation à son brunch d'anniversaire, de jolis graphiques pastels, une cascade d'émojis cœur. La légende, hâte de célébrer avec les gens qui me connaissent le mieux. Cette phrase est restée. Les gens qui me connaissent le mieux. La connaissait-il? Vraiment? Sa mère, qui avait autrefois pleuré quand je lui avais surpris Julia avec un carnet de vœux écrit à la main, savait-elle que sa fille coordonnait des week-ends romantiques derrière mon dos pendant que je versais tout de moi pour sauver ce que nous avions construit? Ses amis, ces demoiselles d'honneur trinquant avec des verres de vin et portant des robes assorties? Non, elle envoyait des invitations coquines à Marc le même jour où elle hochait la tête pendant la thérapie, jurant vouloir arranger les choses. Non, ils ne savaient pas. Mais ils étaient sur le point de le savoir. Je n'ai pas écrit de lettre. Aucun manifeste dramatique, juste une seule photo, une de nos photos de mariage imprimées sur du papier mat épais. J'ai choisi un cliché précis, le moment juste après notre premier baiser, juste avant de nous tourner pour faire face à la foule. Nous avions l'air paisible, intemporel, comme le genre de couple que les gens encouragent. Au dos, j'ai utilisé du ruban adhésif transparent pour fixer une copie imprimée de cet email. Je n'ai inclus aucun nom. Pas besoin. Quiconque connaissait notre chronologie, qui savait que nous assistions encore à des séances de thérapie de couple ce mois-là, comprendrait la trahison sans que j'aie besoin de le détailler. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de signature, juste une enveloppe fine, nette et délibérée. J'en ai posté une aux parents de Julia, une autre à sa sœur cadette, une à son amie d'université, Mireille, qui m'appelait toujours le silencieux, mais souriait toujours quand je réparais son évier de cuisine qui fuyait sans qu'on le lui demande. Et j'ai envoyé la dernière à son mentor au travail, Sandra, qui m'avait un jour pris à part pour me dire « Tu lui réussis bien, Nathan. Tu la freines de la meilleure façon. » J'ai déposé les enveloppes dans différentes boîtes aux lettres à travers la ville sur 2 jours. Je les ai espacées, fait ça proprement, et juste comme ça, la mèche était allumée. Je ne suis pas retourné immédiatement à la maison d'amis après le dernier dépôt. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon camion, moteur éteint, et j'ai regardé l'horizon se fondre dans la soirée. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas fier. Je n'étais rien en fait. Juste résolu. Ce n'était pas de la rage. C'était la reconnaissance. J'avais essayé de garder notre histoire privée pour la réparer à huis clos, pour la protéger de la honte, même après que les fissures aient commencé à apparaître. Mais elle avait amené le spectacle au public. Alors maintenant, la vérité allait suivre. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un texto à nouveau. Je pense toujours à toi. C'est toujours nous. Je n'ai pas répondu. Elle avait passé tellement de temps à créer son fantasme. Celui où j'étais l'option sûre. Le personnage de fond stable dans son film de validation. Et Marc, il était le rebondissement qu'elle pensait pouvoir transformer en sous-intrigue inoffensive. Mais maintenant, le public qu'elle avait soigneusement réuni allait lire un autre scénario, et ça allait la frapper juste avant le brunch. J'ai imaginé le moment, serviette pliée, bougies allumées, jazz doux en fond sonore, juste au moment où sa mère ouvrait cette enveloppe. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du contexte. Pour une fois, son histoire ne serait pas la seule racontée. C'est arrivé sous forme de message vocal, calme, presque hésitant. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. J'ai pensé que c'était peut-être un de mes clients qui faisait un suivi sur un devis. J'ai laissé la sonnerie passer. Quand j'ai finalement écouté, j'ai dû m'asseoir. Salut, Nathan. C'est Bill. Le père de Julia. Sa voix s'est fissurée juste assez pour me faire comprendre que ce n'était pas le genre d'appel qu'il avait jamais imaginé passer. J'ai reçu quelque chose par la poste. Hélène aussi. Nous avons vu ce que tu as envoyé. Une pause. Tu n'as pas signé, mais tu n'étais pas obligé. Une autre pause. Plus longue cette fois.
Je voulais juste. Je veux que tu saches que je suis désolé. Cela m'a pris au dépourvu. Pas parce que je m'attendais à ce qu'il la défende, mais parce qu'il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Je sais que ce n'est pas moi qui ai pris les décisions qui t'ont blessé, a-t-il dit. Mais j'ai élevé celle qui les a prises, et ça. Ça pèse lourd sur moi en ce moment. Sa respiration était courte. J'entendais le léger bruissement de papier en arrière-plan, comme s'il tenait peut-être encore la photo à la main. Nous n'avions aucune idée qu'elle était capable d'être si froide. Nous pensions que les séances de thérapie signifiaient quelque chose, que vous deux étiez en train de retrouver votre chemin. Un autre silence, le genre qui remplit l'espace lorsqu'un homme essaie de comprendre à quel point ce qu'il croyait était un mensonge. Nous sommes embarrassés, a-t-il finalement dit, et au cœur brisé. Je suis resté assis, immobile. Le téléphone toujours pressé contre mon oreille, même après la fin du message. Bill Whitmore n'était pas du genre émotif. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a serré la main et a dit « Prends juste soin d'elle ». Pas de fanfaronnade, pas d'accueil chaleureux, juste ce ferme, stoïque, simple. Pour qu'il appelle et dise qu'il avait honte, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle perdait plus que moi. Elle perdait son public. Quelques heures plus tard, il a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. « Salut, Nathan » a-t-il dit, la voix plus basse qu'avant. « J'espère ne pas franchir une ligne. »« Vous ne la franchissez pas » ai-je dit. Une autre pause. « Je ne sais pas quoi dire qui pourrait réparer quoi que ce soit » a-t-il admis. « Mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Ce qu'elle a fait était mal et nous ne cautionnons pas ça. » Il s'est éclairci la gorge, puis a ajouté « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de nous, je veux que tu saches que tu as toujours des gens de ton côté. » Cela m'a presque ému parce que je n'attendais pas de grâce de la part de sa famille. De la pitié peut-être. Le silence, très probablement. Mais ceci ressemblait à quelque chose de rare, quelque chose d'honnête. J'apprécie, ai-je dit simplement. Inutile de répondre à quoi que ce soit, a-t-il dit. Sache juste que nous sommes désolés. Quand nous avons raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de la maison d'amis pendant un long moment. Pas par satisfaction. Ce n'était pas une victoire. C'était quelque chose de plus profond que ça. De la validation, peut-être la preuve que je n'avais pas tout imaginé, mais que quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche d'elle, voyait aussi les fissures. Et non seulement les voyait, mais les appelait par leur nom. C'était presque impressionnant la rapidité avec laquelle elle a pivoté. 2 jours après l'implosion de son brunch d'anniversaire, après le message vocal de son père, après le silence des amis avec qui elle avait l'habitude de bavarder, Julia a refait surface en ligne avec un relooking complet. Parfois, la vie vous apporte la clarté à travers le feu, a-t-elle posté. Sa photo était baignée de tons rose pâle, le visage juste assez incliné pour capter la lumière. Cette semaine a fait mal, mais la croissance le fait toujours. La légende se terminait par un lien, atelier et vivre l'amour de soi ce dimanche à 17h, heure de Paris. Rejoignez-moi. Réclamons notre valeur. J'ai regardé l'annonce depuis la maison d'amis de Benoît, sirotant mon café, et faisant défiler les commentaires. Des douzaines d'émojis cœur, des mains qui applaudissent, les applaudissements habituels d'Instagram. C'était tellement typique de Julia, refaire l'histoire, recadrer la honte. Si elle ne pouvait pas effacer les dégâts, elle les idéalisait, transformant le désordre en mouvement. L'image principale de l'atelier était une photo d'elle faisant du yoga au lever du soleil, un avant-bras sur son tapis, le panorama de la ville derrière elle, un récit de phénix dans un emballage d'influenceuse. Et pourtant, j'ai cliqué sur « Me le rappeler », non pas parce que j'étais intéressé par ce qu'elle avait à dire, mais parce que je savais à quel point elle avait besoin d'être regardée. Le dimanche est arrivé. L'écran s'est allumé à 17h précise. La voilà, juchée devant une fenêtre avec un éclairage parfait, vêtue de beige doux et de cette expression de vulnérabilité répétée. Sa voix était calme, teintée de cette chaleur performative qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens pensent qu'elle guérissait. Bonjour à tous, je suis Julia. Et si vous êtes ici, c'est probablement parce que quelque chose dans votre vie s'est aussi fissuré récemment. Elle a continué sur la trahison, pas la sienne, bien sûr. Elle était celle qui avait été manquée de respect, celle qui ignorait ses propres limites pour mettre les autres à l'aise.
Ces mots flottaient entre le vague poétique et la sagesse instrumentalisée. Elle parlait de résilience émotionnelle et de rejeter l'opinion de ceux qui n'ont jamais compris votre parcours. J'ai failli rire, mais puis est arrivé le rebondissement. Dans le fil de commentaires en direct, juste au moment où elle discutait d'honnêteté radicale et des relations amoureuses, un nouveau nom est apparu. Cameron 8. Au début, j'ai pensé que ce ne pouvait pas être lui. Trop audacieux. Mais ensuite, il a commenté « honnêteté radicale ?» Comme ce week-end à Rennes pendant que ton mari était en thérapie. Le flux s'est mis en pause une fraction de seconde. Seul quelqu'un de vraiment attentif aurait remarqué le vacillement dans son expression. Une petite inspiration, un tressaillement au coin de sa bouche. Puis elle a continué, mais les commentaires ont continué à défiler. Tu n'avais pas dit que tu étais célibataire quand nous étions dans le chalet? Je garde toujours ton sweat, au fait. Son monde soigneusement construit s'est effondré en temps réel. On pouvait le voir. La façon dont sa voix a commencé à vaciller. Elle a essayé de pivoter, de faire semblant que les trolls étaient inévitables. Parfois, les gens de votre passé veulent vous retenir à la version de vous qu'ils se souviennent, a-t-elle dit. Mais il était trop tard. Le chat s'était retourné. Ses abonnés, autrefois loyaux et au cœur tendre, posaient maintenant des questions. Attends, étais-tu marié pendant tout ça? Ça commence à paraître faux. Est-ce que Kim est ton ex ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a écourté le direct. Aucun mantra de clôture, aucun remerciement doux, juste un sourire figé, puis l'obscurité. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant le plafond un moment. Pas parce que je me sentais victorieux, mais parce que je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Elle avait tout fait elle-même. La seule chose pire que d'être exposée, c'est d'être exposée par le fantasme même que vous avez essayé de vendre. Et à cet instant, Julia n'était pas une icône d'émancipation. Elle n'était qu'une femme piégée par le scénario qu'elle avait écrit et soudain, à court de répliques. Cela n'a pas pris longtemps. 3 jours après l'échec de son séminaire, après le message vocal de son père, après le silence des amis avec qui elle avait l'habitude de bavarder, Julia a tenté de réécrire le scénario une dernière fois. Seulement cette fois, elle l'a dirigé droit sur moi. J'ai eu le premier indice lorsqu'un message est apparu d'une connaissance mutuelle. Et mec, je viens de voir le post de Julia. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cliqué sur le lien. Là, c'était une longue légende sur son fil, accompagnée d'un selfie en noir et blanc où elle paraissait juste assez fatiguée pour être sympathique. La légende commençait par des mots doux comme guérison, limite, manipulation émotionnelle. Puis elle s'est durcie. Malheureusement, tout le monde ne soutient pas votre croissance. Parfois, lorsque vous cessez de jouer petit, les gens ripostent. Ils tordent votre gentillesse, votre vulnérabilité, et en font quelque chose de laid. Je suis victime de harcèlement ciblé et d'intimidation numérique de la part de quelqu'un en qui j'avais confiance. Je ne le nommerai pas. Il sait qui il est. Les commentaires étaient exactement ce qu'elle voulait. Courage, reine. Les hommes ne supportent pas les femmes puissantes. Je t'envoie de la lumière. Pendant un instant, j'ai juste fixé l'écran. Non pas de colère, mais de respect. Car c'était le dernier vrai coup de Julia. Si elle ne pouvait pas gagner par le charme ou la pitié, elle gagnerait en inversant le récit. Se peindre comme celle qui a été blessée. Faire de moi le méchant. La victimisation était le dernier costume de son placard, et elle le portait bien. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais anticipé cela. Moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu un email de l'équipe de modération de la plateforme. Une plainte a été déposée contre votre compte concernant du harcèlement ciblé. Veuillez répondre avec tout contexte ou documentation pertinente. Je n'ai pas paniqué. J'ai ouvert mon archive. Au cours des 3 dernières semaines, j'avais tout sauvegardé, texto, horodatage, enregistrement d'écran de ses stories, une chronologie numérique complète faisant correspondre chaque pique passive-agressive au moment où elle essayait de jouer les martyrs. J'ai emballé le tout proprement, étiqueté les dossiers, trié les fichiers par date, de brèves annotations pour plus de clarté. Aucun commentaire, aucune accusation, juste des faits, et je l'ai envoyé. 12 heures plus tard, j'ai reçu la suite. Après avoir examiné la documentation fournie, nous ne trouvons aucun motif pour soutenir la plainte de harcèlement.
Votre compte restera en règle. Aucune autre action n'est requise. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti le besoin de le dire à qui que ce soit, car ce n'était pas le but. Il ne s'agissait pas de gagner une dispute sur les réseaux sociaux ou de me défendre auprès d'étrangers qui ne m'avaient jamais rencontré. Il s'agissait de conserver mon intégrité intacte pendant que sa performance s'effondrait sous son propre poids. Plus tard dans la soirée, j'ai remarqué qu'elle avait désactivé les commentaires sur cette publication. Puis, discrètement, elle l'a supprimé comme si elle n'avait jamais existé. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une gomme. C'est là qu'il est devenu clair que Julia ne savait pas exister sans contrôle. Quand ses mots ont cessé de fonctionner, quand ses versions soigneusement filtrées de la vérité ont cessé de la protéger, elle s'est effondrée. Elle avait toujours cru qu'elle était plus intelligente, que son charme couvrirait ses traces, que si elle le disait en premier, sa version serait celle à laquelle les gens croiraient. Mais la vérité, elle n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de tenir assez longtemps pour que la poussière retombe. Et une fois que ce fut le cas, il ne restait plus qu'une seule histoire, et ce n'était pas la sienne. L'effondrement n'a pas été spectaculaire. Il a été lent, silencieux, comme le gel se propageant sur la vitre. Julia n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle a persisté en ligne pendant un moment, publiant des citations critiques et des affirmations recyclées, du genre qui essaie de paraître sage, mais sonne creuse lorsque tout le monde a déjà vu ce qu'il y a en dessous. Un par un, les j'aime ont commencé à diminuer. Les commentaires sont devenus hésitants, puis suspicieux, puis silencieux. Ses fidèles, ses filles du cercle du brunch et ses anciennes collègues qui inondaient son fil de cœur et d'énergie du genre « tu peux le faire » ont cessé d'apparaître. Elle a essayé de les taguer. Elles ont cessé de repartager. Quelques-unes se sont désabonnées, et finalement, elle a rendu son compte privé. C'est là que j'ai su que c'était le moment. Je n'avais pas parlé publiquement une seule fois depuis que j'avais quitté la maison. J'avais laissé Julia parler, l'avais laissé s'approprier les feux de la rampe et en ressentir la chaleur. Mais le silence, lorsqu'il est étiré trop longtemps, devient une question. Les gens commencent à combler les vides, et j'en avais assez de laisser quelqu'un d'autre tenir la goupille. J'ai donc installé mon téléphone dans la maison d'amis. Rien de spécial. Pas de montage ou de surimpression. Juste moi assis dans le fauteuil en cuir usé avec une seule lampe derrière moi. J'ai appuyé sur enregistrer. Salut, ai-je commencé, la voix même. Je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que je ne ressentais pas le besoin de me défendre. Je pensais que la vérité se chargerait d'elle-même. Une pause. Mais j'ai reçu quelques messages récemment de personnes qui nous connaissaient, de personnes qui ont vu des bribes de l'histoire en ligne, et j'ai réalisé que ce n'était pas une question de redresser les faits pour eux. C'est une question de le faire pour moi. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Je m'appelle Nathan. J'ai été marié pendant 6 ans. J'ai cru en ce mariage. Je me suis battu pour lui, même quand c'était difficile. Et je suis resté fidèle même lorsque l'autre partie ne l'était pas. Une pause. Je n'ai pas besoin de nommer des noms ou de poster des preuves. Les gens qui ont besoin de savoir savent déjà. Je me suis rassié. Laissez cela se déposer. Voici la chose. Personne ne vous le dit. Parfois, la clôture ne vient pas emballée dans des réponses. Parfois, elle vient lorsque vous cessez de vous expliquer à des gens qui n'ont jamais posé les bonnes questions. J'ai regardé la caméra. Stable. Je lui pardonne. Ces 3 mots portaient plus de poids que je ne l'avais prévu. Les dire ne donnait pas l'impression de faiblesse. Cela donnait l'impression de récupérer quelque chose qui avait été emprunté trop longtemps. Mais je ne m'oublierai plus moi-même. Un moment de calme est passé. Puis j'ai ajouté, si vous regardez ceci et que vous avez traversé quelque chose de similaire, si quelqu'un a transformé votre gentillesse en monnaie ou a essayé de réécrire votre histoire sans vous, sachez juste que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fou. La caméra est restée sur moi une seconde de plus avant que je ne termine la vidéo. Pas de hashtag, pas de montage, juste une honnêteté brute. Je l'ai posté et n'ai pas regardé les commentaires pendant des heures. Quand je l'ai finalement fait, ils n'étaient pas pleins de feu ou de fureur. Ils étaient calmes, respectueux. Ça touche fort. Cette dernière phrase. Et éparpillés se trouvaient des messages de personnes qui nous connaissaient tous les deux, des amis communs, des connaissances, même un de ses anciens collègues. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart ne l'auraient fait.
Ce n'était pas l'objectif, mais c'était le résultat. Je n'étais pas intéressé à détruire Julia. J'avais juste besoin d'arrêter de disparaître dans son histoire. Et maintenant, pour la première fois depuis des mois, je me sentais enfin visible à nouveau. C'était un mardi. Lumière grise dehors. Ce genre de calme avant la tempête. Je venais de finir de poncer un appui de fenêtre dans la maison d'amis. Je tenais encore l'outil quand j'ai entendu frapper. Pas urgent, pas fort, juste plein d'espoir. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir la porte. Elle était là, Julia. Pas la Julia prête pour la caméra. Pas la Julia animatrice d'atelier. Juste elle. Sans maquillage, sauf pour les traînées de mascara qui avaient coulé à mi-chemin sur ses joues et séché là. Son manteau était boutonné de travers, un côté plus haut que l'autre. Ses mains agrippaient une enveloppe blanche si fermement que les bords étaient pliés. Elle n'a rien dit d'abord. Moi non plus. Elle m'a juste regardé comme si elle espérait que le silence entre nous puisse rembobiner le temps. Puis elle a tendu l'enveloppe, sa main tremblant très légèrement. Je l'ai écrit parce que je savais que je gâcherais tout si j'essayais de le dire. Je l'ai prise, l'ai tenue légèrement, comme quelque chose de délicat mais trop usé pour être sauvé. Je ne suis pas venu ici pour me battre, a-t-elle dit, la voix rauque. Je voulais juste te donner ça. J'ai regardé l'enveloppe. Pas de nom sur le devant, juste de l'encre maculée et un léger parfum qui signifiait autrefois « maison ». Dois-je la lire maintenant, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. J'ai ouvert lentement, déplié la lettre à l'intérieur, son écriture, des courbes familières et des ratures nerveuses. J'ai lu silencieusement. Elle a attendu. Nathan, tu ne méritais pas d'être l'expérience. C'est ce que c'était. Je peux enfin le dire maintenant. Je voulais me sentir désirée. Je voulais courir après quelque chose qui me fasse me sentir à nouveau vivante. Et au lieu de gérer mon vide, j'ai construit un jeu autour. Tu étais le filet de sécurité duquel je sautais sans cesse. Tu n'as pas signé pour être le sol sur lequel j'atterrissais ou celui que je quittais. Je me racontais des mensonges pour justifier des choses comme ça. Nous étions déjà à la dérive. Comme si peut-être tu irais bien, mais tu n'allais pas bien. Et je vois ça maintenant. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas posté de vengeance. Tu es juste parti. Et d'une manière ou d'une autre, ça a été plus douloureux que tout ce qui aurait pu l'être. J'ai tout perdu. Je ne m'attends pas à ce que tu répares. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que tu comptais plus que je ne te l'ai jamais montré. Elle a levé les yeux quand j'ai fini. Ses yeux ont cherché les miens pour une bouée de sauvetage. Tu comptais, a-t-elle répété à voix haute, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Puis je me suis reculé dans la maison, j'ai attrapé le briquet sur le comptoir, et sans la regarder, j'ai mis le feu au bord de la lettre. Elle a halté, faisant un demi-pas en avant. Nathan. Mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai regardé la flamme enrouler le papier vers l'intérieur, noircissant ces mots dans le silence jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la cendre dans ma paume. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, les expériences se terminent. Je suis le résultat. Son visage s'est décomposé. D'abord la confusion, puis la douleur, puis quelque chose qui ressemblait à la compréhension. Je me suis retourné sans un mot de plus et j'ai doucement, délibérément, refermé la porte. Pas de claquement, pas de rage, juste le son de la finalité. Et dehors, la tempête a finalement éclaté. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Je n'en avais pas besoin. Quand la porte a claqué derrière moi, ce n'était pas seulement le son de la séparation. C'était le son de la réappropriation. Une ligne tracée vers l'intérieur en silence. Et de l'autre côté de cette ligne, pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. Cette nuit-là, je n'ai pas rejoué ces mots. Je n'ai pas disséqué les excuses ou me suis demandé ce qu'elle espérait que je dise, parce que ces excuses n'étaient pas pour moi. C'était sa dernière tentative d'être vue par l'homme qui avait déjà quitté la pièce bien avant que la porte ne se ferme physiquement. J'ai dormi profondément, sans rêve, sans oppression dans la poitrine, juste du repos. Le lendemain matin, je suis sorti sur le petit porche derrière la maison d'amis de Benoît. Café à la main, du genre que j'avais fraîchement moulu ce matin-là. Lent, délibéré,
comme tout le reste dans ma vie maintenant. Les arbres étaient fournis et verts, se balançant avec le vent, mais enracinés. Je comprenais mieux ce sentiment maintenant. Il y a quelques semaines, j'aurais dit que j'étais engourdi. Que la vengeance était la seule chose qui me faisait avancer. Mais ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était la reconnaissance de qui j'étais devenu en restant trop longtemps dans une pièce où j'étais constamment testé, mesuré et jugé terne par quelqu'un qui ne comprenait jamais la force tranquille. Julia ne m'a pas brisé. Elle m'a révélé. Chaque jour que je passais dans le silence n'était pas une faiblesse. C'était une reconstruction. Sous le calme, je resserrais des vis, dessinais des plans, montais de nouveaux murs dans mon esprit. Et maintenant je construis quelque chose de complètement différent. Pas une maison, pas un mariage, juste une vie. J'ai contacté Benoît. Il a proposé de me vendre la maison d'amis au prix coûtant. Il a dit qu'il préférait qu'elle aille à quelqu'un qui l'utiliserait pour la paix, pas pour les fêtes. J'ai dit oui. J'ai commencé à installer des étagères le week-end dernier. J'ai un nouveau paillasson. Il ne dit pas « bienvenue dans le désordre ». Juste, chez moi. Julia n'a pas donné de nouvelles depuis la lettre et je n'ai pas cherché à savoir où elle était. Parfois, la guérison ressemble à de la force. D'autres fois, cela ressemble juste à choisir enfin d'être soi-même. Je ne la hais pas. Elle ne me manque pas. Je n'orbite plus autour d'elle. Et ça, c'est la liberté. Les gens demandent toujours ce qui s'est passé. Certains dans des murmures, d'autres brutalement, « Mec, comment as-tu pu rester si calme à travers tout ça ?» Et la vérité, c'est que je n'étais pas calme. J'étais précis. Je savais que si je criais, elle pourrait me peindre comme en colère. Si je pleurais, elle dirait que j'étais fragile. Mais si je la laissais parler assez fort, assez longtemps, elle montrerait à tout le monde qui elle était vraiment. Et quand c'est arrivé, tout ce que j'avais à faire, c'était rester immobile. Alors maintenant, je suis ici, 34 ans, pas marié, pas amer, juste clair. Je m'appelle Nathan. Et parfois, être le résultat de la mauvaise expérience de quelqu'un d'autre est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que vous pouvez choisir comment commence le prochain chapitre. Et cette fois, je l'écris depuis la page 1. Merci d'être resté avec ce voyage jusqu'à son dernier souffle. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, laissez un commentaire, partagez votre propre retour au calme. Et si vous vous accrochez encore au feu de quelqu'un d'autre, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous le laissez s'éteindre, parce que vous méritez d'être le résultat, pas l'épave.